Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 14e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter de médias en compagnie de Bruno Guglielminetti, journaliste, conférencier et consultant en communication numérique, spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques. Il anime depuis 1994 une chronique hebdomadaire sur la vie numérique en français. Et également en compagnie de Monsieur Patrick White, ex-journaliste et professeur de journalisme à l'Université du Québec à Montréal, ancien rédacteur en chef de plusieurs médias canadiens. Il est également spécialiste des médias numériques et de l'évolution du journalisme à l'ère numérique. Alors, bonjour à vous deux et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, on a un vaste sujet aujourd'hui, ça s'annonce chargé. Alors, je voudrais commencer tout de suite avec une grande question, c'est-à-dire comment les médias traditionnels ont-ils évolué face à la montée du numérique et quels sont les principaux défis auxquels ils font face aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut se lancer. L'arrivée de l'Internet en 1995, le World Wide Web a forcé les médias à faire un début de virage numérique qui a été relativement raté. Ça a été très, très long avant que la prise de conscience arrive. On pensait vraiment que ça allait être une mode. L'arrivée des réseaux sociaux, 2005-2006, a donné un coup de barre également. Et les médias ont été très, très lents à s'adapter. Et je pense que le coup de barre final a été vraiment l'absorption de 81% des revenus publicitaires numériques au Canada par les GAFAM, donc les Google et Meta de ce monde au cours des 15 dernières années. Et ça a vraiment forcé les médias canadiens et québécois à adopter un plus grand virage numérique, un virage numérique relativement complet, la fin des journaux papier d'ici peut-être 2 à 3 ans. Il reste plus grand-chose aujourd'hui en termes de journaux papier. Donc vraiment, il y a eu cette prise de conscience-là dans les dernières années. Et là, le gros défi en ce moment, c'est l'intelligence artificielle qui est dans le décor depuis bien des années. Mais ce défi-là, c'est rendu à nous vraiment avec l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022, ChatGPT 3. Donc vraiment, on sent que la crise des médias est permanente, mais les médias saisissent mieux en ce moment l'ampleur de la crise et des défis qui s'en viennent pour les prochaines années. Je partage le portrait que dresse Patrick de la situation, mais je vous dirais que moi, de mon œil, si je suis vraiment critique, là, je vous dirais que les médias n'ont pas encore trouvé leur place dans le monde du numérique. Ça fait longtemps, ils avaient été habitués, chacun dans leur plateforme, que ce soit l'écrit, que ce soit la radio, que ce soit la télévision. Et là, ces gens-là, on leur demande de décliner. Dans le fond, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est comment on adapte ce qu'on fait. Alors que il faut pas adapter, il faut faire pour. On n'a pas adapté la télé à la radio, on n'a pas adapté la radio à l'écrit. On a pris le médium, mais on l'a fait. Et on en a fait quelque chose. Et le numérique, c'est la même chose. C'est pour ça que des influenceurs font mieux que des médias, des initiatives populaires font mieux que des médias sur Internet, sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ces gens-là décident de prendre à bras le corps et de travailler sur la plateforme avec ses codes, avec sa façon de communiquer. Ce qui n'est pas le cas des médias traditionnels. Bon, il y a ici et là des expériences qui se font. Je pense à Nouveau qui fait probablement mieux que les autres sur TikTok parce que ils ont carrément décidé à quelqu'un de partir et de faire du TikTok, mais avec le branding de Nouveau. Et puis, ça donne ce que ça donne. Mais pour le reste, j'ai l'impression que c'est une histoire de génération. Et ça va probablement prendre encore une génération pour que là, les médias soient bien adaptés à cette plateforme-là. Le problème pour eux, c'est que dans une génération, il va y avoir autre chose. Oui, tout à fait. Puis je reprends l'idée de génération parce que récemment, il y a quelques semaines, il y a un professeur de droit, je pense, qui parlait de sa cohorte d'étudiants qui ne savaient pas où trouver des nouvelles, n'avaient pas l'air d'être au courant de l'actualité. Donc là, vous avez parlé d'adaptation. Est-ce que vous sentez que les médias, je pense que la réponse est assez évidente, mais est-ce que les médias en ont fait assez? Est-ce que tous les médias se sont adaptés de la même manière? Qui peut-être sont les gagnants de cette adaptation-là? Si Patrick, tu me permets, je vais juste vous donner l'exemple. Il y a 2 ans, il y avait justement Patrick White qui était en charge de l'école des médias qui m'avait donné la possibilité d'aller remplacer un professeur qui, cette session-là, donnait pas son cours. Et moi, ma grande surprise, ça avait été dans une classe de 40 étudiants en journalisme à l'Université du Québec. Puis imaginez, c'est des gens qui sont vraiment intéressés par l'information qui s'en vont là. Il y avait personne sur les 40 qui écoutait la radio.
Et c'est des gens qui s'en vont en information. Ah, heureusement, à la fin de la session, tout le monde écoutait la radio et ils étaient critiques par rapport à ce qu'ils entendaient. Mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Ils écoutaient de la balado. Ils allaient sur YouTube et ils s'informaient sur les réseaux sociaux. Et c'est là où, quand je parle de génération, il y a des générations qui embrassent. Écoutez, il y a des gens, moi, je fais partie de la génération qui a été élevée à la télévision. Puis j'étais chanceux, il y a des gens qui m'ont proposé d'écouter la radio très jeune, mais j'ai grandi avec la télévision. La génération précédente a grandi avec la radio, puis celle qui était avant avec le papier. Et donc, là, il y a toute une nouvelle génération et c'est pas la faute aux médias, parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter, mais c'est la société qui évolue et qui change sa façon d'aller s'informer. Là, c'est le rôle des médias d'aller les rejoindre où ils sont et d'apprendre à communiquer dans le contexte où ils sont. Exactement, et c'est pour ça, pour donner quelques exemples, donc il y a le laboratoire de journalisme numérique de Radio-Canada qui s'appelle RAD, qui fonctionne très, très bien. C'est uniquement des contenus vidéo, de vulgarisation, d'explication de l'actualité. Il y a MAJ de Radio-Canada, l'info pour les jeunes, les as de l'info dans les coops de l'information qui expliquent l'information aux jeunes. On voit le succès retentissant d'Urbania, depuis 20-25 ans, avec ses contenus télé et tout ce qu'ils produisent, les micro-mags, les formats balado, la vidéo, évidemment, sur Urbania. Et pendant ce temps-là, on a le virage de Nouveau Info, qui est un nouveau joueur depuis quelques années en concurrence avec TVA et Radio-Canada. Donc, Nouveau Info, essentiellement numérique, mais il y a quand même des rendez-vous 3 fois par jour en actualité. Donc, beaucoup plus d'opinions maintenant. Puis, on voit une ribambelle de nouveaux sites aller chercher les jeunes, comme La Converse, par exemple, des sites sportifs spécialisés, une tonne de sites qui couvrent la vie artistique au Québec, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour les médias traditionnels là, qui ont mal engagé le virage vidéo, qui gèrent souvent plus ou moins bien les réseaux sociaux, qui ont peu ou pas touché à TikTok. Alors ça, c'est sûr que ça fait mal. Là. Ouais. Puis il y a aussi, puis il faut pas les oublier, puis parce que moi je suis praticien comme vous, mais il y a les podcasts. Là, il y a toute une génération de jeunes qui décident d'écouter du podcast, c'est-à-dire d'écouter des émissions de radio, si vous voulez, mais de l'audio ou de la vidéo maintenant, parce qu'on offre les deux formats, mais sur des sujets qui les intéressent. Et ça, c'est tout un nouveau, un écosystème qui est là et qui est en train de prendre sa place dans le contexte des gens qui veulent s'informer. Mm-hmm. Je pense que ça fait déjà un moment que le virage est entamé là, au niveau du podcast, peut-être aux États-Unis. Ici, je sens quand même un vent favorable là, au Québec. Récemment, on a vu une certaine éclosion. Vous, Monsieur Guglielminetti, ça fait un moment que vous en faites. Je pense qu'on a parlé là, récemment, c'était les 20 ans de YouTube. Enfin, ces nouveaux acteurs-là, est-ce que, là, on le voit qu'ils tirent leur épingle du jeu? Peut-être une question de format, peut-être une question d'intérêt plus précis, comme vous soulignez. Qu'est-ce qui, selon vous, explique le succès de ce modèle-là et va-t-il être durable, selon vous? Ben, le podcast, officiellement, selon l'histoire de celui-ci, et Patrick me corrigera, mais bon, on dit qu'il est né avec le iPod, et à partir de là, et c'est comme ça qu'on a commencé à appeler le podcast. Mais j'oserais, pour la petite histoire, moi, en 1995, donc, il n'y avait pas de fichier MP3, là, on était avec d'autres types de fichiers. Je commençais déjà à créer des émissions qui étaient uniquement disponibles sur Internet. Donc, avant que le mot podcast existe, c'est pour vous dire que vous confirmez que ça fait un moment que j'en fais, mais depuis ce temps-là, le podcast a évolué. Et puis, on a facilité sa façon de pouvoir s'abonner. Et c'est sûr que plus les grands médias embrassent cette plateforme-là ou de proposer de l'audio à la demande dans leur environnement, plus ça fait que l'auditoire découvre ça. Quand Radio-Canada a été le premier à offrir vraiment une plateforme où on pouvait écouter des balados, par la suite, quand Cube est arrivé, c'était tout un autre auditoire qui était en contact avec des produits de podcast. Puis aujourd'hui, quand on voit que YouTube se présente maintenant aux États-Unis, mais ça commence à être vrai ailleurs, comme la plateforme où les gens vont chercher leur podcast, on s'entend que eux
ont bonifié l'offre en disant, oui, on offre du podcast audio, mais aussi du podcast vidéo, comme vous le faites dans votre cas. Et puis là, on n'entre pas dans la guerre de est-ce que c'est un podcast ou c'est pas un podcast. L'idée, c'est qu'il y a un rendez-vous qui est proposé, qui est là. Et c'est sûr qu'avec, faut pas oublier, hein, YouTube, c'est le 2e site le plus utilisé pour faire de la recherche après Google. Et donc, dans un environnement comme celui-là, ben, s'ils décident d'investir des sous, et plus que des sous, là, on parle d'une fortune, dans la promotion du podcast en tant que tel, ben, ils ramassent tout ce qui est disponible là-dessus, en fait d'intérêt et d'auditoire, et c'est ce qui est en train de se passer. Mm-hmm. Donc, on voit que l'audio fonctionne toujours bien. Les balados ont toujours été là depuis un bon bout de temps. Aussi, en ce moment, il y a le retour des infolettes depuis quelques années. Ouais. Les infolettes, moi, j'en ai vu plein à partir de 1995-2000. Ouais. Mais ce sont des phénomènes qui montrent que l'audio a vraiment sa place en journalisme et dans le monde des communications. Et on voit à quel point Radio-Canada a pris le leadership dans le dossier avec Radio-Canada Audio. Maintenant, ce sont des livres qui sont lus par les autrices et les auteurs. On voit la diversification de l'offre de balado sur Radio-Canada Audio. Cogeco, un peu de retard. Cube Radio, je crois qu'ils en ont moins fait dans les dernières années, mais là, ils ont une antenne à Montréal avec le 99,5 FM, donc ça va leur donner une puissance. Et il y a évidemment un manque de financement des balados, des podcasts au Québec, au Canada. Ça, c'est un très gros enjeu, le manque de sous. Et probablement qu'il y a une annonce du Conseil des arts et des lettres du Canada qui s'en vient. Également, j'imagine que le Fonds des médias du Canada commence à réfléchir à ce qui s'en vient dans les prochaines années. La SODEC également. Donc, il manque de sous quand même là, pour consolider l'industrie et aller plus loin. Parce qu'aux États-Unis, c'est phénoménal. Hein? Si on regarde le succès de Daily, du New York Times, de Joe Rogan et de bien d'autres, là, c'est des millions d'écoutes à chaque jour. Et ça, on n'a pas ça au Québec, malheureusement. Faut dire que le marché est un peu plus petit, mais j'ai trouvé intéressant que récemment, là, on voyait un virage politique aussi vers les podcasts qui ont un peu contribué à gagner l'élection. Puis chez nous, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui a participé à des podcasts. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a quelques belles années pour ce format-là dans les années à venir, puis que le rôle politique va être joué aussi au Québec là, par cette plateforme-là? Je laisse la parole à Patrick. Oui, ben j'imagine qu'avec la campagne électorale, là, on commence à voir les dates qui circulent, 28 avril aux premières semaines de mai pour l'élection fédérale canadienne. J'imagine que oui, je regarde le succès du podcast de Paul Wells sur Substack. Je regarde ce que PJ Fournier fait également sur Substack et ailleurs dans les newsletters, dans leurs podcasts respectifs. J'ai l'impression que oui, on va peut-être assister à un virage pour l'élection fédérale canadienne du côté des balados, de l'influence des balados et de l'importance des politiciens de participer à cette conversation-là, même si on n'est pas d'accord avec l'autre, que ce soit Radio X à Québec ou Rebel News ou peu importe qui est l'opérateur du balado. Et j'imagine que pour l'élection québécoise en octobre 2026, nos politiciens, nos politiciennes vont vouloir davantage participer à ces balados-là, voyant l'erreur de Kamala Harris là, lors de l'élection présidentielle américaine de 2004 de ne pas avoir participé à tous ces podcasts-là qui avaient des codes d'écoute monstres, et on voit que ça a peut-être penché dans la balance lors du vote en novembre 2024 en sa défaveur. Mm-hmm. Parce que si on dit que l'élection d'Obama avait été remportée en partie par son utilisation de Facebook, puis par la suite, Trump avait utilisé ses moyens quand il est passé, notamment Twitter. Mais après, quand on regarde, puis même lui, il est le premier à le dire, qu'est-ce qui a fait la différence pour Trump? Ça a été TikTok et ça a été les podcasts. Mm-hmm. Et parce que les stratèges républicains se sont dit où on va aller chercher des gens qui sont encore indécis, ce sont sur les podcasts, parce que vous allez avoir le temps de parler, vous allez avoir eu le temps d'avoir l'air sympathique et d'être à l'écoute puis d'être intéressé. C'est l'outil de vente qu'on veut. Tu sais, quand on est dans le domaine de la relation publique, là, on veut avoir du temps pour se présenter comme bonne personne à l'électeur qui nous écoute, qui nous connaît plus ou moins, qui connaît ce que les médias disent, mais c'est d'avoir cette possibilité d'avoir ce contact direct avec l'électeur qui ne sait pas trop où il s'en va. Ben là, c'est la plateforme parfaite. Et un peu comme Patrick l'a dit, moi, je suis persuadé que dans la campagne fédérale d'abord, puis après de la provinciale,
moi, je suis persuadé qu'il y a déjà des podcasts qui sont bien établis qui vont tenter d'avoir les candidats principaux, puis probablement aussi certains qui sont spécialisés là, pour les avoir. Et si les stratèges sont assez à jour dans leur outillage, ben ils vont dire oui. Mm-hmm. Il y a une question de code d'écoute puis d'accès, mais j'aime bien que vous souleviez la question du format qui donne plus de temps peut-être aussi pour exprimer des idées complexes puis qui prend le public aussi pour quelqu'un d'intelligent qui est capable de raisonner. Est-ce que selon vous, c'est quand même un peu curieux parce qu'on est dans une époque d'instantanéité, de rythme effréné, mais en même temps, c'est comme s'il y a cette soif d'aller plus au fond des choses puis d'aller lentement. Est-ce que vous avez une réflexion sur ce constat-là, en fait? Bon, on voit depuis quelques années que certains longs formats ont la cote. Si on regarde les longs récits numériques de Radio-Canada, par exemple avec Émilie Dubreuil, toutes les enquêtes de longue haleine que fait Thomas Gerbet et évidemment les bureaux d'enquête de Québécois, de la presse, du Devoir, on voit vraiment cette soif-là du lectorat pour des contenus sur différentes plateformes, différents formats et des formats plus longs. Dans certains cas, j'inclus les balados là-dedans. Un balado en bas de 20 minutes, ça fonctionne pas vraiment. Et c'est dans des occasions comme ça là, qu'on voit que les gens ont du temps, en voiture en particulier, avec le télétravail, la fin de semaine, avec les tablettes. Les gens sont constamment connectés, contrairement aux années 95 à 2010 où on n'était pas toujours connectés. Donc, je pense que ces formats longs-là ont un avenir parce que c'est vraiment la valeur ajoutée du journaliste, c'est pas uniquement de raconter la nouvelle du jour, ça tout le monde est capable de le faire. Les agences de presse sont là pour ça, les grands médias sont là pour ça, mais là les longs formats, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans et c'est ce qui explique d'ailleurs le succès de la Presse Plus, en particulier les samedis et les dimanches avec des taux de lectorat extraordinaires, plus de 50 à 70 minutes le samedi et dimanche. Donc il y a un appétit pour ça, c'est clair. Mm-hmm. Et c'est la qualité de l'expérience pour que ce soit pour le lecteur ou que ce soit pour l'auditeur, parce que c'est un choix qu'on fait. Quand on est dans une voiture, qu'on allume la radio, puis bon, on décide de s'accrocher les pieds sur une station, on reste là. On pourrait nous passer n'importe quoi et on l'écouterait. Mais quand on fait le choix délibéré ou de s'abonner à une balado ou sinon de carrément télécharger quelque chose qu'on a entendu ou de cliquer sur un lien pour aller écouter une entrevue qui nous intéresse, c'est un choix qu'on fait. Donc, la qualité d'écoute et d'attention qu'on a, sachant que dans la plupart des cas, l'entente entre l'animateur, l'animatrice du podcast, c'est venez avec moi, je vais vous présenter quelqu'un qui est intéressant par rapport au sujet X et confiez-moi votre temps, puis quand vous allez avoir fini, vous allez avoir appris quelque chose. Ou au moins, vous aurez réfléchi ou vous pourrez aller plus loin dans votre réflexion. Et c'est un peu ça. La majorité des podcasts, même deux têtes de linotte qui discutent entre eux, une fois qu'on a entendu ça, même si on n'a pas appris grand-chose, ça nous a quand même permis de réfléchir et se faire un point de vue sur quelque chose. Mm-hmm. On n'a peut-être pas grandi, mais au moins, on a passé un moment. Puis quand on va dans des podcasts qui sont plus spécialisés, là, on apprend des choses et c'est vraiment la valeur ajoutée et qu'on retrouve pas. Moi, je suis le premier exemple avec mon carnet. Ça fait depuis 1900, non, je me ramène, 2006, cette édition-ci. Et c'est aujourd'hui, maintenant, c'est 2 heures de technologie toutes les semaines. Vous trouvez ça nulle part, là. À la radio, à la télé, avec des invités, des spécialistes qui viennent parler, mais l'idée, c'est de vulgariser. Sauf que l'entente qu'on fait, c'est que la personne qui vient cliquer, qui vient écouter, elle est intéressée par le sujet. Et si ça ne l'intéresse pas, elle viendra pas l'écouter. Donc, la qualité des auditeurs, des cerveaux qui nous écoutent, elle est drôlement plus élevée. Et c'est pour ça que moi, je disais tout le temps, puis c'est méchant pour les gens qui travaillent dans les médias généralistes, mais j'aime mieux avoir, par exemple, dans mon carnet, j'aime mieux avoir 17 000 personnes qui viennent écouter mon carnet que d'avoir 150 000 lecteurs qui tournent des pages. Mm-hmm. Puis qui passent par-dessus le mien. Ah oui, je fais partie du 150 000 lecteurs qui ont lu le journal, mais ils sont passés par-dessus ma chronique. Moi, s'ils cliquent, ils sont là, puis ils écoutent. Mm-hmm. J'ai envie de vous emmener un petit peu ailleurs. On a beaucoup parlé de crise des médias pendant un certain temps. C'était une crise de financement, mais est-ce que
essentiellement une crise de financement ou c'est une crise du modèle? Et sous-jacent à ça, il y a peut-être la crise de confiance aussi. Donc, je vous amène sur la crise et je vous laisse un peu la liberté d'interpréter ou d'aller où vous avez plus envie d'aller. Ben, la crise des médias est permanente. Moi, j'ai commencé à CTV en 1990 et 4 ans plus tard, c'était la fusion des réseaux de radio mutuels et de télémédias qui étaient des monstres incroyables. 1 million de codes d'écoute au quart d'heure à CKC Montréal. Tout ça n'existe plus aujourd'hui, là. Donc, la crise des médias, la concentration de la presse s'est approfondie dans les années qui ont suivi avec la convergence totale chez Québécois, la convergence totale du côté de Radio-Canada. On le voit avec les coops de l'info qui bientôt vont être possiblement absorbés par la presse. Donc, on voit que la crise des médias, oui, c'est une crise des modèles d'affaires qui sont complètement désuets dans certains cas. C'est pour ça qu'on a des aides gouvernementales aux médias qui nous aident à passer à travers cette crise-là. On voit les excellents résultats financiers du Devoir et de la presse, plus en particulier en ce moment, donc des modèles qui fonctionnent. Les nouveaux modèles d'affaires, c'est des modèles sans but lucratif. Le Devoir entre là-dedans, les coops de l'info entrent là-dedans, avec peut-être moins de succès, évidemment, comme il semble qu'ils vont être absorbés bientôt par la presse. Mais du côté de la presse, là, c'est un succès. 48 millions de surplus accumulés, des gros profits à chaque année, des dizaines de milliers de donateurs. Même chose pour le Devoir. Donc, on s'en va de plus en plus vers des modèles sans but lucratif et la crise de confiance est totale, là. On se racontera pas d'histoire. Moi, la petite école, dans les gens qu'on respectait le plus, dans le journal Le Soleil, il y avait toujours l'étude de Statistique Canada chaque année. C'était les journalistes en premier avec les avocats et les médecins. Les journalistes sont en bas de la liste maintenant. Il y a un très, très gros travail à faire. C'est sûr que la pandémie a fait mal. Les nouvelles en continu également. Les gens sont tellement bombardés d'infos que ça a créé un phénomène en ce moment d'évitement des nouvelles. C'est un seul phénomène qui est très, très fort au pays. Et comme il y a eu l'émergence de plusieurs murs payants sur les sites d'information, les fameux paywalls, ben on a quand même une réalité au Québec selon Reuters. Il y a 85% des Québécois et des Canadiens qui ne veulent pas payer pour du contenu journalistique. Ils paient déjà à travers leurs impôts pour Radio-Canada, CBC. Donc, beaucoup de défis devant nous et j'ai pas parlé encore de l'intelligence artificielle, évidemment. Il va être un game changer et qu'il est déjà depuis quelques années. J'aime ça que Patrick ramène ça loin, loin, loin parce que moi, le gros de ma carrière, je l'ai fait à Radio-Canada. Pendant 23 ans, j'étais là, puis j'ai commencé en 87. Et effectivement, il n'y a pas une année où j'ai pas vécu des coupures à Radio-Canada. C'était année après année après année. Bon, certaines années, il y avait des centaines de coupures, mais je me souviens c'est arrivé au moins à 2 ou 3 reprises dans les 23 ans de service où une année, c'était une personne sur 4 qui disparaissait. On se croisait à quelque part, on était 4, on se regardait et disait, ouais, il y en a un des 4 qui va disparaître la semaine prochaine. Et ça a toujours été là. Puis à quelque part, bon, ben ça a été un ajustement que autant le secteur public que le secteur privé a dû faire. Puis pour la crise de confiance, je répéterai pas ce que Patrick a dit parce qu'il a fait le sommaire de la chose, mais c'est tout un défi. Et moi, ce que je trouve, c'est que le lien est mince maintenant par rapport. Et évidemment, il y a des gens qui font confiance aux journalistes, mais ceux qui font moins confiance, puis je parle pas de ceux qui font plus du tout confiance, mais ceux qui font encore un peu confiance, le lien est mince, il est petit et il est précieux. Et donc, il faut vraiment faire attention. Il faut se poser des questions par rapport à comment on présente l'information. Il y a eu une petite, je pense que c'est un ex-journaliste à l'Assemblée nationale qui avait parlé du fait qu'il y avait trop d'opinions dans les médias puis que peut-être ça contribuait. Est-ce que selon vous, il y a trop d'opinions puis ou de militantisme même des fois? Est-ce qu'on devrait renouer avec un journaliste qui est plus sur, vous avez mentionné tout à l'heure, M. White, les enquêtes, le journaliste qui vient expliquer, fouiller. Est-ce qu'on aurait besoin de renouer avec cette objectivité-là davantage? Oui, mais en même temps, on vit l'âge d'or du journalisme d'enquête au Québec. Si je regarde
le bureau d'enquête de Québécois, le bureau de l'enquête de la presse, le nouveau bureau d'enquête du Devoir depuis quelques années, le bureau d'enquête qui a été créé il y a 2-3 ans par les coops de l'information, et je parle pas évidemment du module d'enquête de Radio-Canada, de l'émission Enquête, de tout ce que fait Daniel Leblanc et son équipe à Ottawa pour Radio-Canada, CBC, et je parle même pas de tout ce que CBC fait comme journaliste d'enquête, et même CTV où j'ai travaillé pendant 7 ans. Donc, c'est l'âge d'or du journalisme d'enquête en ce moment, mais effectivement, on fait pas la distinction entre un chroniqueur d'opinion, qui souvent n'est pas journaliste, et un journaliste. Donc, on a un travail là, d'ici 25 ans d'éducation civique aux médias. C'est quoi la différence entre un article journalistique et un éditorial, un blog, une chronique d'opinion de Mathieu Bock-Côté, une chronique d'opinion. Donc oui, il y a trop d'opinions pour répondre à votre question. Et il faudrait effectivement que ce soit mieux étiqueté, chronique d'opinion, blog d'opinion, qu'on explique mieux c'est quoi aussi l'éditorial d'un média, même s'il en reste presque plus d'éditorialistes au Québec aujourd'hui. Il y a encore la presse et le Devoir, à ma connaissance, et de Gazette. Donc, beaucoup de travail d'éducation civique. Et ça passe un peu à travers le cours qui a remplacé éducation et culture religieuse dans les écoles secondaires et au primaire. Là, il y a un nouveau programme de citoyenneté, culture québécoise, où on va parler un peu d'éducation civique aux médias. Mais oui, les médias ont un gros travail à faire pour bien séparer l'opinion du contenu factuel et peut-être aller davantage dans l'analyse et oui, éviter le militantisme le plus possible, évidemment, et laisser ça à d'autres médias qui veulent pratiquer ce genre de journalisme. Mm-hmm. Mais c'est intéressant parce que je pense aux médias imprimés, là, notamment, mais ils ont fait leur effort. T'sais. Quand on regarde, on arrive sur une opinion, normalement, c'est écrit gros comme ça, opinion. Mais les gens font pas la différence parce qu'ils l'ont lu dans le journal. Dans le journal, telle personne affirmait ça, disait ça. Mais pour eux, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans le journal? De l'information. Alors pour eux, c'est un journaliste. Même chose sur les chaînes d'information continue, que ce soit à RDI ou LCN. Quand les gens font de l'analyse en fin de journée ou à la mi-journée, ben pour eux, là, ça, c'est de l'analyse journalistique dans les bulletins. Mais quand c'est les émissions spécialisées où on demande à des ex-politiciens ou ex-quelque chose de venir parler, ben c'est leur point de vue. On s'entend, c'est pas du journalisme qu'ils font. Sauf que le public, lui, dans son salon ou quelque part ailleurs, est en train de regarder ça en se disant, ben là, j'écoute RDI ou j'écoute LCN. Ben moi, c'est des nouvelles, ça, pour eux. Alors, il y a une part de blâme à prendre chez les médias, mais il y a, puis chez les animateurs, parce que probablement de temps en temps, il faudrait peut-être rappeler que, bon, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes ex-politicien, puis ça, on oublie de le faire. Hein. Et donc, il y a peut-être une mise en marché ou une présentation qui est peut-être à revoir, mais de l'autre côté, et Patrick le disait, on va peut-être sauver la nouvelle génération parce que là, on va leur faire prendre conscience qu'il y a du journalisme et il y a de l'opinion et on les retrouve dans le même canal où on va s'abreuver d'informations. Et si l'analyste travaille pour une firme de communication, une firme de lobbying, une firme de relations publiques, il faudrait que la personne soit identifiée comme telle lors des chroniques pour éviter cette espèce de confusion des genres-là qui fait que les gens à la maison sont mêlés et sont pas capables vraiment de faire la part des choses, de faire la différence entre un Patrice Roy qui pose une question et quelqu'un qui répond qui a absolument aucun background journalistique, par exemple. Avant d'aller de l'avant avec le reste des questions que j'avais prévues, je sens qu'on veut parler d'intelligence artificielle et de ce que ça va changer. Donc, je voudrais donner l'occasion là, à M. White et peut-être M. Guglielminetti aussi de nous parler des défis que ça pose et peut-être... Déjà, l'intelligence artificielle dans les grands médias, là, je parle vraiment des médias qui ont beaucoup d'argent, là. Donc l'AFP, Reuters, Bloomberg, Associated Press, New York Times, Le Monde, le Wall Street Journal, The Economist, ça, ce sont des grands médias qui ont les poches pleines. Hein? On parle beaucoup de médias internationaux qui sont cotés en bourse ou non, dépendant du statut de l'organisation. Eux, ça fait déjà 10-15 ans qu'ils ont des programmes d'écriture automatique, de réécriture de dépêches, qu'il y a des articles automatisés à partir des résultats sportifs, des résultats trimestriels des entreprises, les soirées électorales, tout ça est automatisé. Donc, il y a déjà une partie de ce travail-là
qui se fait. Bloomberg a un gros leadership là-dedans, l'Associated Press aussi, Reuters, l'AFP en particulier pour la transcription. Ils ont un logiciel incroyable de transcription audio et vidéo. Ça fait sauver des heures de travail aux journalistes. Donc, moi, c'est comme ça que je vois l'intelligence artificielle. C'est comme un outil pour aider le journaliste à mieux travailler, peut-être à travailler plus vite pour vérifier des informations, avoir des transcriptions audio et vidéo fiables, des meilleures traductions dans certains cas, mais il faut que ça permette et que ça dégage les journalistes pour faire plus de valeur ajoutée. Donc, plus de journalisme sur le terrain, plus de journalisme de données, d'enquête, des grandes entrevues, des grands dossiers, des features, et c'est dans cette voie-là que je vois l'IA qui est au service de l'être humain et du journalisme et non le journaliste au service de la machine. Et c'est intéressant parce que récemment, j'assistais à une présentation de Google qui était faite dans l'intérêt des journalistes et particulièrement ceux qui font de l'enquête. Et eux, évidemment, à quelque part, personne fait du bénévolat là-bas, là, c'est une grande entreprise, mais pour avoir bonne presse auprès des médias, on dit, nous, on a développé dans le cadre de notre travail, parce que on avait besoin d'outils qui ressemblaient à ça. Ils ont développé un outil qui, essentiellement, est gratuit pour les journalistes à utiliser. Et ce que ça fait, c'est que ça utilise la puissance de l'intelligence artificielle générative pour faire de l'analyse de dossiers. Et là, dans le cadre de cette présentation-là, on nous montrait comment en Amérique latine et comment en Afrique, il y avait des gens qui maintenant utilisaient leur outil. C'est un espace réservé aux journalistes et le cœur sur la main promettent qu'il y a que les journalistes qui travaillent sur ce dossier-là qui ont accès à ces outils-là et à leurs données. Donc, ils peuvent mettre ça en toute confiance là. Mais ça permet de faire du travail et de réduire des enquêtes qui prendraient des mois pour passer à travers des documents, dans des colonnes de chiffres, des rapports annuels. Vous arrivez à faire ça en quelques minutes. Et c'est aussi ça. Quand Patrick parle d'outils qui viennent d'assistants, qui viennent faciliter la vie des journalistes, c'est ça. Et on est rendu là. Vous savez, à un moment donné, moi, je me souviens d'une époque où on disait une bonne équipe d'enquête, là, ça prend un journaliste, évidemment. Après, ça prend un comptable, ça prend un avocat, Puis le comptable, c'était pourquoi? C'était pour passer à travers des états financiers. Mais là, maintenant, l'intelligence artificielle peut vous faire ça. Si vous savez ce que vous cherchez, à force de faire ce type d'enquête-là, vous allez lui demander de trouver ça et elle va le trouver en quelques minutes, alors que le comptable passerait probablement des semaines et des week-ends à travailler sur les dossiers pour aller trouver la petite épingle dans la botte de foin. Et c'est ça, on est rendu là. Mais après, il faut savoir les utiliser, ces outils-là. Il faut avoir des sous comme Bloomberg qui a son propre outil qui détecte des anomalies statistiques, qui va faire des résumés de rapports, qui envoie une alerte à chaque journaliste qui a un beat spécialisé. Il reçoit des alertes de documents qu'il n'aurait jamais eu le temps de lire de la SEC, le gendarme des valeurs mobilières aux États-Unis, ou des rapports annuels d'entreprise avec des annexes A à Z. Alors, eux, ils reçoivent des alertes et ils sortent des nouvelles beaucoup grâce à ces outils-là. Mais évidemment, il faut avoir les sous d'avoir un Media Lab à l'interne. Donc, c'est vraiment des gros joueurs comme le Globe and Mail qui tirent leur épingle du jeu. Le Globe and Mail qui a un outil qui s'appelle Sophie, qui gère la page d'accueil tout seul. Évidemment, les journalistes, les pupitreurs numériques sont là pour bouger une dépêche. Si c'est une nouvelle insolite qui se retrouve en manchette à la place de Trump, l'aluminium, l'acier, les tarifs. Mais la réalité, c'est qu'on a quand même des outils comme ça au Globe and Mail qui relancent les abonnés numériques qui se sont des abonnés. On leur fait des offres à 99 sous, 1,99 $ par mois. Et le Globe and Mail est un succès total au plan numérique. Mais on a des sous, c'est la famille Thomson. Aussi, Reuters appartient à la famille Thomson. Donc, quand on est un petit joueur, ça va être beaucoup plus dur de se démarquer avec l'IA. Mais il y a quand même des outils qui vont pouvoir aider le travail au quotidien des journalistes. Pour les mises à pied, il y en a eu. Du côté d'Axel Springer, le groupe MSN Québec, MSN Canada, qui ont été fermés, MSN Royaume-Uni, mais il n'y a pas eu d'autres grandes mises à pied dans le secteur des médias liés à l'intelligence artificielle pour le moment. Très intéressant. Vous êtes plus positif par rapport à l'intelligence artificielle que beaucoup de gens. Est-ce que là, on parle de grands joueurs et tout, donc est-ce que le Québec accuse un certain retard en termes d'application puis d'utilisation de l'intelligence artificielle? On parle.
Ben, c'est dur à dire. Au Québec, on a beaucoup moins de moyens. C'est sûr que Radio-Canada, depuis quelques années, a affiné sa stratégie avec des règles déontologiques relativement sévères par rapport à l'IA dans la salle de rédaction, avec les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Québécois également fait un gros virage. On voit avec Cube Radio, des extraits, des résumés de tous les segments audio qui sont automatisés par l'intelligence artificielle, mais il y a toujours un éditeur de QMI, de Québécois Média, qui repasse par-dessus. Donc, on laisse jamais la machine pousser les contenus sur les téléphones ou ailleurs. Et tranquillement, pas vite, là, on voit que ces petits extraits-là, ces résumés-là, audio, on les voit sur Radio-Canada également. Donc, c'est un pas dans la bonne direction dans ce cas-ci, mais les usages encore sont plutôt limités au Québec pour le titrage un peu, et on va générer des photos avec l'IA à l'occasion, mais il faut vraiment que ce soit bien étiqueté, surtout pour les contenus créés par l'IA. Donc, il y a une réflexion qui est entamée avec l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022, mais c'est pas encore abouti encore, et les coûts sont, la perception, c'est que ça va coûter très cher, qu'on n'a pas l'expertise interne, et donc on va avoir besoin de sous des gouvernements peut-être pour et des universités et des cégeps pour aller plus loin. Et là, on parle beaucoup de texte, mais il y a aussi une expérience qui a été faite en Outaouais par une radio privée qui a décidé d'utiliser une voix de synthèse branchée sur une IA pour faire de l'animation. Et évidemment, c'était plus un stunt publicitaire qu'autre chose, sauf que il y a quand même cet essai-là qui s'est fait, ça s'est fait ici, ça s'est fait ailleurs dans le monde. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi ces tentatives-là, ces expériences-là qu'on est en train de faire. Et il faudra voir ce que les gens seront prêts à écouter. Mais il y a des dangers, vous l'avez dit, le vol de propriété intellectuelle, les risques de ChatGPT là, qui pourrait recopier des contenus directement des médias. Donc, il y a des accords à la pièce qui se font entre OpenAI et les autres agents d'intelligence artificielle pour les contenus, les droits d'auteur des contenus journalistiques partout dans le monde et éventuellement Québec-Canada. On peut bloquer évidemment ces outils-là qui font le crawling, qui font le moissonnage des données, mais ça va devenir un très, très gros enjeu. Les dérives de l'IA avec les deepfakes audio, les deepfakes vidéo, le vol de la voix pour faire de la publicité, pour éventuellement dans des films et des téléséries. Je suis convaincu que pour l'Union des artistes du Québec, la SARTEC, tout ça, on prend pas ça à la légère du tout. Alors, l'IA peut aller très, très loin, va déjà très loin, un encadrement de loi fédérale. On le voit à quel point c'est avancé en Europe. On a encore beaucoup de travail à faire ici là-dessus. Là. Mm-hmm. On est déjà bien, on touche à la deuxième partie là, de l'entrevue, c'est-à-dire se tourner davantage vers l'avenir. Je voulais vous demander, quelles sont les stratégies selon vous, les innovations envisageables pour assurer la pérennité et la pertinence du journalisme dans les années à venir? On a déjà effleuré un peu le sujet, mais si vous voulez prendre une autre direction. Ben, je pense qu'il nous manque au Québec un Hugo Décrypte. Je sais pas si vous connaissez Hugo Décrypte. Non. C'est un jeune Français dans la vingtaine qui a des millions d'abonnés sur YouTube et qui explique l'actualité internationale et française à des millions de Français dans une version journalistique avec des jeunes qui le paient pour faire de la recherche et de la vérification de faits. Et je pense que si on avait un Hugo Décrypte au Québec qui serait capable également de faire ce travail-là sur YouTube ou ailleurs, peu importe la plateforme, ça nous amènerait peut-être dans une bonne direction. Évidemment, on a besoin de nos médias traditionnels. On regarde les grandes salles de rédaction à Montréal, avec Radio-Canada, avec La Presse, avec Le Devoir, Québécois, évidemment. On a besoin de ces machines. On a besoin des coops de l'info en région et de nos hebdos régionaux, de nos radios communautaires et de tous ces nouveaux médias-là qui ont émergé. Mais effectivement, encore beaucoup de travail à faire pour la suite des choses, là. Mm-hmm. Ouais. Probablement que ce qui se rapproche le plus d'un Hugo Décrypte, c'est probablement ce que Farnell Morissette fait. Je pense qu'il y a une formation de droit, mais c'est pas un journaliste et qui a décidé justement de décrypter des situations de l'actualité pour expliquer aux gens. Et il connaît un bon succès, mais bon, on n'est pas dans l'ordre de Hugo Décrypte, là, qui lui est un phénomène en tant que tel. Tu sais, le dernier coup qu'il a fait, il a suivi le président français à sa rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche et il était là. Il a posé une question au président américain, c'est vous montrer la possibilité et l'attrait qu'il a pour même les personnalités publiques de l'avoir et d'être présent sur sa production.
parce qu'il va rejoindre des gens. Et c'est ça le nerf de la guerre. Ultimement, c'est d'aller rejoindre les gens. Et je pense que autant les journalistes, c'est drôle parce que il y a quelques semaines, je voyais publié par la télé française un texte où on parlait des journalistes de la presse traditionnelle qui quittaient les médias, puis ça c'était des gens de la télé, de la radio et de l'écrit, qui quittaient ces plateformes-là pour aller vers du YouTube, vers du TikTok, pour expliquer, pour avoir un contact. Évidemment, c'est difficile parce qu'ils doivent se monter des équipes ou aller dans des groupes qui existent déjà, mais eux ont pris le pari d'aller trouver les gens où ils sont. Puis où ils sont maintenant, ben, c'est sur les différentes plateformes qui sont comme ça. C'est là où les gens passent du temps. Tu sais, les heures qu'on ne passe plus devant la télé, ben il y a une petite partie qu'on passe sur YouTube, puis il y en a une autre qu'on passe à écouter des choses avec des casques, des baladeurs. Et c'est là, selon moi, l'avenir passe par la prise de possession ou la présence, du moins, sur ces plateformes-là, par les médias, mais aussi par les journalistes. Et on peut devenir journaliste, un solopreneur ou entrepreneur et trouver sa niche et la perfectionner. Je pense. Au Québec, c'est encore rare, mais aux États-Unis ou en Europe, il y a des journalistes qui maintenant sont capables de vivre en seul, comme entrepreneur, et de publier, que ce soit écrit, que ce soit audiovisuel, là, et de vivre uniquement de ça. Et plus d'être attaché à une grande maison ou une petite maison de publication. Et je pense que ça, l'avenir ressemble à ça. Ouais, puis on le voit avec le succès de Paul Wells, qui a quitté le magazine Maclean's il y a 2-3 ans, qui a sa propre infolettre sur Substack. Il fait de la vidéo en direct, il fait des conférences nationales à Ottawa avec des invités, il fait des podcasts. Donc, lui, c'est un succès total avec son modèle d'affaires. Même chose pour PJ Fournier dans l'analyse des sondages ici au Québec, au Canada, aux États-Unis. Donc, on voit qu'il y a des modèles d'affaires là où on est capable de vivre avec ces infolettres-là. Substack est une plateforme parmi tant d'autres. Je regarde ce qu'Olivier Niquet fait, comment il a multiplié les formats de ses contenus, ce que Urbania a fait avec ses micro-formats également, les micro-vidéos. Donc, on voit qu'il y a des belles réussites. Et le plus bel exemple, c'est Paul Wells au Canada, là, autant en français qu'en anglais. Justement, parlant de modèles économiques ou qui sont viables là, ou alternatifs, c'est un peu curieux de constater que les gens sont comme pas prêts à payer pour les nouvelles, mais en même temps vont peut-être aller payer pour des abonnements sur Substack ou aller sponsoriser directement des journalistes. Selon vous, là, c'est quand qu'on va prendre la prise de conscience que ça vaut la peine peut-être de payer pour des nouvelles de qualité? En fait, les gens paient déjà. Hein. Les Canadiens paient 600 millions sur 5 ans au fédéral pour l'aide gouvernementale aux médias. Et les Québécois ont payé 250 millions sur 5 ans. Ça a été renouvelé pour un autre 5 ans. Puis au fédéral, ça va être 1,2 milliard sur 10 ans, sans compter l'argent qui a été mis dans l'initiative de journalisme local et dans le Fonds des médias du Canada. Un nouveau fonds également qui a été créé l'an dernier pour la diversité des voix dans les salles de rédaction et dans le domaine du divertissement et de l'audio et de la vidéo. Donc, les Canadiens paient déjà à travers leurs impôts pour CBC, Radio-Canada. C'est pour ça qu'ils veulent pas payer pour tout.tv ou pour RDI. Donc, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Je pense que quand les gens aiment les contenus spécialisés, ils vont être prêts à payer quelques sous par mois. 4 $, 5 $, 6 $. Ils vont payer pour être abonnés au Soleil, dans certains cas, pour les gens qui habitent à Québec ou les gens de Granby qui veulent lire La Voix de l'Est. Donc, ça devient un geste politique de s'abonner à un média. Mais oui, effectivement, pour le bien public, on pourrait étendre peut-être ces programmes-là. Mais ces programmes d'aide-là sont temporaires également. Ils risquent de disparaître si Pierre Poilievre avait été élu en avril ou en mai prochain. Donc, si l'aide gouvernementale aux médias rentre dans ton modèle d'affaires, il y a des chances que le programme d'aide fédérale aux médias disparaisse d'ici 1 an ou 2. Puis au provincial, on a des élections en octobre 2026 et il semble pas garanti que M. Legault va être élu, bien au contraire. Donc, il y a déjà beaucoup de sous là, des contribuables québécois, canadiens qui sont voués à l'aide aux médias et au financement de Radio-Canada, CBC et de Télé-Québec, évidemment.
Puis, et vous parliez de modèles économiques, mais c'est ça, il y a plusieurs modèles économiques qui sont possibles. Et à partir de là, c'est aussi la décision du producteur de contenu de voir ce qu'il va faire. C'est-à-dire que est-ce qu'il veut que ce soit l'utilisateur payeur, donc la personne qui écoute ou qui lit, qui paie, ou est-ce qu'il veut plutôt prendre l'approche traditionnelle, c'est-à-dire de trouver des commanditaires ou de trouver des acheteurs de publicité pour porter cette chose-là. C'est aussi, pour les gens qui produisent, c'est mon cas, c'est une question qu'il faut se poser. Et puis, à partir de là, une fois que tu as pris ta décision, ben là, ça roule assez bien, mais philosophiquement, là, il y a une question à se poser. Mm-hmm. Est-ce qu'on veut être l'employé de milliers d'abonnés ou alors qu'on est indépendant, ou est-ce qu'on veut uniquement faire affaire avec des commanditaires, des publicitaires qui trouvent que notre véhicule est intéressant pour aller rejoindre des milliers de personnes? C'est un peu ça la question. Et chaque fois que je parle avec des producteurs de balado comme moi, on a cette discussion-là intéressante parce que tout le monde a la perception différente là-dessus. Mais ça fait partie, et c'est vrai pour une infolette, c'est vrai pour une balado, c'est vrai pour un YouTuber qui utiliserait seulement ce canal-là ou un TikToker. Il y a une question par rapport au financement qu'il soit posé d'abord chez l'entrepreneur, qui est journaliste, puis après, il y a un lâcher-prise. Oui, je trouve ça très intéressant parce que souvent, on dit, les gens qui travaillent dans les grandes entreprises médiatiques, ils n'ont pas nécessairement la liberté que d'autres ont, mais en même temps, là, vous nous ramenez, on n'a pas tant la liberté si on travaille pour nos auditeurs ou si on travaille pour nos commanditaires. Il y a toujours une perte de liberté quelque part. Donc, c'est intéressant. Je voulais vous amener du côté de la formation peut-être et de l'éthique, puisqu'on a un professeur de journalisme avec nous. Quelles compétences on devrait essayer d'aller développer chez les futurs journalistes pour s'adapter là, finalement au changement total là, qu'on vit? Et est-ce qu'il y a des mesures en place là, pour repenser les programmes justement à l'heure actuelle? Les qualités de base demeurent les mêmes, la qualité du français, la qualité de l'expression, de bien vulgariser les contenus, d'avoir une tête bien faite, d'avoir une bonne culture générale, d'être capable d'avoir une approche multiplateforme en ayant des contenus en plusieurs formats variés. Évidemment, parler une deuxième langue aide beaucoup, parler une troisième langue aide encore plus, vouloir faire du terrain, mais le désir vraiment d'être curieux, de vouloir vulgariser, expliquer, analyser l'information, avec beaucoup de cours, des cours, disons, à la carte, qui sont pas nécessairement des cours de journalisme. Et c'est pour ça qu'il y a déjà une refonte qui est en cours du bac en journalisme à l'UQAM et qui va aboutir d'ici quelques mois, qui va être en vigueur dans quelques années. Et vraiment, tout le monde a été consulté à l'interne et à l'externe. Et on est vraiment à la croisée des chemins avec la puissance de l'intelligence artificielle, l'intégration du journalisme dans l'ensemble du monde des communications, celui des médias numériques, évidemment, la science politique, la géopolitique, alors tout est politique et cette culture générale-là, elle est vraiment, vraiment essentielle pour la suite des choses et d'avoir le goût, évidemment, de suivre l'actualité. Il y a une grande pénurie de main-d'œuvre en journalisme en ce moment. Le taux de placement est toujours à 100%. Nous, on garantit 2 stages durant le bac en journalisme à l'UQAM. Tous les étudiants ont 2 stages dans des médias durant leur bac. Donc, l'état des lieux est bon, mais oui, à tous les 10 ans, il faut repenser tous ces contenus-là, tous les cours et surtout revisiter la culture générale qui est le nerf de la guerre, selon moi. Parce que même avec l'intelligence artificielle, il faut avoir une connaissance pour être capable de discerner le vrai du faux. Et de là, l'importance d'avoir de la connaissance générale, du discernement, de la rigueur. Parce que de plus en plus, l'intelligence artificielle va prendre de la place comme assistant. Mais c'est ce qui va faire la nuance entre le journaliste qui va se faire conduire le bout du nez par l'IA et le journaliste qui va utiliser l'IA. Mm-hmm. L'entrevue tire déjà à sa fin. Je voudrais vous laisser l'occasion là, peut-être de nous laisser avec un mot de la fin sur ce qu'on devrait retenir pour la situation des médias, ce que les auditeurs devraient retenir de cette conversation selon vous.
Ben, la crise des médias est permanente. Je suis encore optimiste par rapport à l'avenir des médias, dans la mesure où on a quand même une future génération, des cohortes exceptionnelles de jeunes qui postulent à chaque année à l'UQAM, à Concordia, à l'Université Laval, l'Université de Moncton, le Cégep de Jonquière avec son magnifique programme ATM, l'Université d'Ottawa qui a des cours en journalisme, l'Université de Montréal également, qu'il faut pas oublier, même l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai confiance en l'avenir, mais évidemment, l'intelligence artificielle offre des possibilités et représente un danger également. Il y a aussi un très gros roulement de personnel dans les salles de rédaction, beaucoup de burn-out, beaucoup de réorientation de carrière parce qu'on presse le citron. Un journaliste aujourd'hui au Québec en 2025 fait le travail de 4 personnes en 1990 parce que la technologie le permet. Donc, cette pression-là de produire, de faire du multiplateforme crée des enjeux de santé mentale majeurs au sein de l'industrie. Et c'est pour ça qu'il y a un roulement de personnel effarant là, dans un grand nombre de rédactions au pays. Il va falloir évidemment analyser tout ça, mais je suis optimiste pour la suite des choses. Les gouvernements sont au rendez-vous pour aider les médias et on a des figures de proue, Le Devoir et la presse, là, qui ont d'excellents résultats financiers depuis des années. Puis Radio-Canada, qui tire très bien son truc du chapeau, comme on dit, avec son titre de service public, qui est très, très important là, pour la suite des choses, d'avoir des médias de service public. Mm-hmm. Mais je reprendrai la balle au bon par rapport à l'utilisation de l'IA. Moi, je vous dirais que l'IA me permet de travailler probablement comme 4 personnes. Quand on sait l'utiliser, ça fait 4 ans que je l'utilise là, de façon quotidienne, et ça a décuplé et ça me permet de faire beaucoup de choses, beaucoup plus que humainement je serais capable de faire. Ça, c'est une chose, et ça, c'est par rapport à la personne qui produit du contenu. Maintenant, si on parle aux gens qui consomment du contenu, moi, je vous dirais, cherchez des sources crédibles, mais cherchez des sources crédibles des 2 côtés d'un sujet. Parce que l'antichambre d'écho, là, l'écho, c'est facile et les algorithmes nous stimulent et nous encouragent à rester dans notre chambre d'écho. Ben justement, d'essayer d'aller voir de l'autre côté. Mais évidemment, avec des sources crédibles, il faut faire attention et faire son travail pour être un citoyen informé. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, en 2025, qui est le plus important. C'est d'avoir cette ouverture d'esprit, alors qu'on a l'impression qu'on est oppressé. C'est d'avoir cette ouverture d'esprit pour aller plus loin que l'information qu'on nous livre et donc de varier les informations qu'on va consommer. Très belle conclusion, 2 beaux mots de la fin. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un entretien emballant qui, j'espère, va plaire à nos auditeurs. Merci. Bonne journée, merci. Merci.